Mes chers collègues, mesdames et messieurs, même si là, les dames ne sont pas encore là, mais enfin, je me permets. Alors, donc, nous poursuivons nos travaux ce matin en recevant les comités centraux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique et audiovisuelle. Donc, nous avons Madame Valérie Lépine-Carnic, qui était là à la précédente audition et qui va revenir, présidente du CCHSCT de la production cinématographique et publicitaire. Monsieur Didier Carton, bonjour. Délégué à l'hygiène et à la sécurité. Monsieur Jean-Loup Chirol, membre du CCHSCT Cinéma, bonjour. Monsieur Laurent Julien, président du CCHSCT de la production audiovisuelle, bonjour. Monsieur Jimmy Schumann, membre du collège salarié, et Madame Louise Lebec, membre du collège employeur, bonjour. Madame Louise Lebec est bien là ? Oui, d'accord. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Vos comités ont été mentionnés à de nombreuses reprises au cours de nos auditions précédentes, vraiment. Vous êtes des acteurs très importants, parfois pour signaler que vos moyens étaient insuffisants à faire de vous des référents efficaces. Parfois aussi pour nous indiquer que vous deviez faire partie de la solution. Aussi avons-nous souhaité vous recevoir afin de faire le bilan de votre action et esquisser, je l'espère, quelques propositions constructives. Donc je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous propose, et même si vous l'avez déjà fait, de recommencer. Donc, alors, nos micros ne sont pas du tout adaptés à votre métier, donc ce sont des micros qui sont nettement moins performants que ceux auxquels vous avez l'habitude, dans lesquels vous avez l'habitude de parler, donc il faut que vous l'allumiez. Il ne peut y avoir qu'un seul micro allumé en même temps, et chaque micro allumé déclenche la caméra, donc il est vraiment important de respecter cette succession. Donc, levez la main droite, dites « je le jure » successivement. Merci. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je jure. Je le jure. Je vous remercie. Je vous propose de vous laisser la parole pour un propos liminaire et ensuite nous vous poserons des questions avec Erwan Balanan, le rapporteur de cette commission. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, permettez-moi de vous faire une courte présentation de notre organisation. Le Comité central d'hygiène, sécurité et des conditions de travail pour le secteur audiovisuel a été créé en février 2010. Il a pour objectif d'œuvrer pour la prévention et l'amélioration des conditions de travail. Sa gouvernance est paritaire. Les employeurs et les salariés sont représentés à parts égales, c'est-à-dire 4 organisations syndicales de salariés, 4 collèges employeurs. Nous nous réunissons 4 fois par an en réunion plénière, puis 10 à 20 réunions de travail selon l'actualité. Nous y invitons régulièrement Tali Santé et l'Inspection du travail. En 2016, nous avons opéré le recrutement d'une conseillère en prévention des risques professionnels. Notre conseiller effectue près de 120 visites de tournage par an. Certains délégués de branche sont des professionnels de la production. C'est autour de leur connaissance, de leur expérience des tournages croisés avec les comptes rendus de la conseillère que nous faisons avancer nos projets d'amélioration des conditions de travail et de sécurité. Nous disposons d'un budget propre constitué de cotisations versées par les employeurs de la branche et géré par l'association pour le paritarisme de la branche. C'est un budget d'environ 300 000 € par an. Nos missions s'adressent à environ 6 000 sociétés de production et couvrent les domaines documentaires, magazines, divertissement, fiction et captation de spectacles. Nos missions: la première, informer et conseiller les entreprises et les salariés en matière d'hygiène, de santé et de sécurité et de conditions de travail. Des réalisations que nous avons
propres à cette mission. C'est par exemple l'aide à la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels au sein des sociétés de production, des aides à la formation en matière de santé et sécurité. Deuxième mission, promouvoir et diffuser les bonnes pratiques, formuler des recommandations contribuant à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail. Une des réalisations, plusieurs d'ailleurs, c'est le guide de préconisation sanitaire pendant la crise du Covid-19 et évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, le kit de prévention des violences VHSS. Et pour finir, dans nos missions, et puis il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas les principales, la mise à disposition des ressources documentaires, documentation sur des thèmes variés liés à la sécurité. Dans nos réalisations, évidemment, notre site internet du CCHSCT audiovisuel et par exemple le projet OIRA, outil interactif d'évaluation des risques en ligne en partenariat avec l'INRS. Voilà. Est-ce que... Oui, allez-y, monsieur Chirol. Alors, je vais... Pardon. Donc, je vais pour ma part vous présenter le CCHSCT de la CPHS même. C'était de la production cinématographique et de films publicitaires. Parce qu'en fait, alors je m'exprime en tant que secrétaire permanent du syndicat des techniciens, qui est un syndicat qui a été créé en 1937, on va remonter dans le temps là, qui effectivement a été à l'origine de la première convention collective, la deuxième, et puis de la troisième, le cinéma. Il y en a eu 3 successivement. L'idée, c'est que, si vous voulez, cette institution, c'est une institution finalement ancienne, qui a commencé par la création d'un conseiller social en 1956. Donc, vous voyez, parce que les entreprises de la branche ont perçu la nécessité de se doter d'un organisme qui puisse s'adapter au tournage de films, c'est-à-dire des lieux itinérants sur lesquels les techniciens se déplacent et la multiplicité des entreprises. Leurs caractéristiques, ce sont de petites entreprises qui, effectivement, tout d'un coup, au moment du tournage, se retrouvent à gérer un budget important et engagent parfois plusieurs centaines de salariés. Donc, face à cette situation, il fallait concevoir un organisme particulier qui, en 1963, est devenu un comité d'hygiène interentreprise qui permettait effectivement, qui a engagé un délégué très vite pour se déplacer sur les tournages, faire la visite des tournages et vérifier les conditions de tournage, etc. etc. Il a connu un développement assez considérable en 1990 sous l'impulsion de Pascal Rogard, qui à l'époque était délégué général de la Chambre syndicale des producteurs, et de M. Posderec, qui était le délégué général de notre syndicat. Effectivement, les personnes qui ont été engagées à ce moment-là ont développé cet organisme, et il a trouvé sa structure finale par un accord de décembre 2006 qui lui a donné, disons, nous avons signé cet accord par lequel nous avons garanti son fonctionnement. Dans l'accord, il est prévu que si jamais il manquait des fonds, on se réunirait, on modifierait, etc. Et nous avons décidé qu'il fallait garantir l'existence et le moyen de fonctionnement de cet organisme. C'est dans l'accord que nous avons signé avec les syndicats de producteurs. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y avait une idée que je voulais développer aussi, je suis en train d'oublier, sur le fait que la particularité de cet organisme, c'est que nous avons été capables, entre partenaires sociaux, de concevoir quelque chose qui soit adapté à nos professions, qui soit adapté à nos pratiques et qui nous permette d'avancer. Effectivement, aujourd'hui, le CCHS produit un certain nombre de recommandations, etc. Et donc, si vous voulez, c'est un investissement que font les producteurs dans la sécurité
qui va se retrouver, normalement, si les choses sont bien faites, par la baisse de la cotisation accident du travail, maladie professionnelle. Donc il faut bien voir que c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Je crois que c'est partagé par les partenaires sociaux de part et d'autre. Nous y tenons parce que ça concerne la sécurité des salariés, des artistes et des techniciens notamment. Et c'est quelque chose que nous estimons aujourd'hui justement inestimable. Non, mais voilà. Vous avez absolument raison, ce sont des instances qui sont importantes. Madame Lépine-Carnic. Je voulais faire la liaison sur le caractère inestimable pour vous donner des informations, notamment sur le financement de l'institution, puisque les employeurs financent à hauteur de 0,04% des salaires des intermittents engagés sur les différents tournages, le comité d'hygiène et de sécurité, et que, bien que financé par les employeurs, le CCHACT est indépendant. C'est une organisation indépendante. Son travail vise, comme il a été déjà dit, à la prévention des risques professionnels, mais en aucun cas, il n'a de pouvoir coercitif. C'est bien un organisme qui émet des recommandations et grâce auxquelles, comme l'a dit M. Chirol, l'employeur doit être en mesure d'exercer sa responsabilité vis-à-vis des salariés. Alors, ça a déjà été dit effectivement, mais très brièvement, le CCHACT est donc une ressource d'information pour les autres organismes sociaux, notamment la convention collective, enfin, ce qui permet de rédiger des conventions collectives, ce qui permet aussi aux organisations qui formatent les formations certifiantes d'être exactement au cœur des besoins de la profession, et à l'AFDAS de financer ces formations pour l'ensemble du secteur. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y avait un complément? On passe aux questions. Ça vous va? Monsieur Balanon? Je commence par les questions. Moi j'ai vu votre... pardon, le micro. On a pris connaissance de votre document qui est effectivement très bien fait. J'ai une première série de questions qui nous intéresse, nous, en tant que législateurs, sur le cadre légal. On a un droit du travail qui est solide, qui fait référence parfois à des conventions collectives. Je prends par exemple la fiche outil, la page 29, qui est préconisation pour les scènes d'intimité à caractère sexuel. 29 étant un très bon département par ailleurs. Vous donnez un certain nombre de conseils. Ma première question elle est assez directe. Est-ce que vous pensez que ces conseils devraient devenir des obligations? C'est ma première question, parce que par exemple, et c'est des très bons conseils, les scènes méritent une préparation en amont au même titre que toutes les scènes à risque particulier. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait la connaissance du parallèle. Est-ce qu'une scène de cascade est obligatoirement préparée? Il me semble. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi une scène d'intimité n'est pas obligatoirement préparée? Voilà. Vous encouragez la participation d'une coordinatrice ou un coordinateur de scène d'intimité. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être rendu obligatoire? Voilà. Première question sur des préconisations que vous faites qui sont extrêmement intéressantes, qui sont souvent, à mon sens, du bon sens. Est-ce que vous pensez qu'on devrait les rendre obligatoire d'une manière ou d'une autre, soit dans le Code du travail, mais je pense plutôt dans vos conventions collectives? Monsieur Schumann. Merci. Oui. Voilà. On pense, je représente le syndicat français des artistes interprètes. Nous sommes membres fondateurs de la Fédération internationale des acteurs qui regroupe les syndicats de partout dans le monde. Ça fait plusieurs années que nous avons commencé à apprendre ce que c'était, par exemple, qu'un coordinateur ou coordinatrice d'intimité, par le biais de nos rencontres internationaux. C'est un métier qui a été, depuis 7, 8, peut-être une dizaine d'années max,
instaurée dans les pays, surtout aux États-Unis, les pays nordiques et le Royaume-Uni, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, surtout des pays anglophones. On a commencé à en parler ici en France, de notre côté, depuis 5 ou 6 ans. Et Netflix est arrivé, et d'autres plateformes américaines, avec des obligations de mettre en place de la coordination d'intimité, ainsi que d'autres dispositifs dont on n'a pas l'habitude ici en France pour les tournages. Nous avons élaboré tous ensemble, et avec le collectif 50-50, le guide, et on a mis dedans, avec l'aide de nos préventeurs et préventrices, les dispositions que vous avez citées, qui sont en grande partie inspirées de ce qu'on a vu à l'étranger et qui sont adaptées un peu à la situation française. Nous avons commencé maintenant, d'abord au cinéma, et on est en cours dans l'audiovisuel à mettre en place des dispositions conventionnelles dont certaines sont déjà obligatoires et contraignants, et d'autres sont pour l'instant des préconisations, mais le débat et la discussion se poursuivent. Merci, Madame Lépine-Carny. Il ne vous étonnera pas totalement que nous ne partageons pas absolument la position de M. Schuman sur le caractère obligatoire de ces postes, et c'est pour ça que à ce jour, nous demandons et nous avons acté ensemble que nous puissions avoir recours, mais sans que ça soit une obligation, à, par exemple, des coordinatrices. Je dis coordinatrices parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des femmes à ces postes-là. Je dois dire que ce n'est pas exclusivement une question patronale, enfin, je veux dire, ce n'est pas une position dure de la part des employeurs, c'est aussi parfois dans le cadre des films de la volonté des comédiens, des comédiennes, voire des réalisatrices et réalisateurs. Et j'avais sous les yeux justement le cas du film Le Consentement, qui est donc l'adaptation du livre de Madame Springora, qui a été réalisé par Vanessa Philo. Et donc, dans ce film qui est quand même lourd à la fois de signification, de signifiant par rapport à la situation, il n'y avait pas de coordinatrice d'intimité, à la demande de la réalisatrice d'ailleurs. Et en revanche, la comédienne avait à ses côtés une personne qui l'accompagnait du début à la fin, afin de recueillir son ressenti par rapport au tournage. Mais ce n'était pas une coordinatrice d'intimité. En revanche, les producteurs, puisque 2 producteurs assuraient ce film, il s'agissait donc de monsieur Marc Missonnier et la société Windy, qui étaient en permanence sur les tournages et dans des lieux clos, de manière à veiller à ce que les conditions soient bien respectées. Par ailleurs, évidemment, les comédiens avaient des protections, des prothèses pendant toutes les scènes les plus délicates. C'est vous dire qu'il y a peut-être des solutions alternatives à la coordinatrice d'intimité. Voilà, en ce qui concerne ce poste, mais je ne voulais pas demander un complément à Didier Carton sur l'aspect cascade, par exemple. Monsieur Carton, Monsieur Chirol, et après on revient en question. Vous aviez demandé la parole aussi, Madame Lebec ? D'accord. Alors j'en profite pour vous remercier de cette invitation. C'est quand même précieux et je pense que c'est une opportunité, une chance pour nous d'être face à vous et de faire évoluer un petit peu la situation. Et donc je tiens à vous remercier de cette invitation. Alors oui, sur les cascades et les scènes d'intimité, toutes les scènes particulières, je pense que on propose ici des outils, voilà, des outils un peu clés en main. Mais je pense qu'il faut revenir à partir de quand on estime que c'est une cascade, à partir de quand on estime que c'est une scène d'intimité. Je pense que ce qu'on appelle de nos voeux en tant que préventeur, c'est une capacité de l'employeur à identifier les risques et à mettre des réponses adaptées à la situation. En amont, bien sûr. Et je pense que c'est un des gros sujets, parce que moi, je suis d'extraction prévention des risques professionnels et pas que des VHSS.
On pourrait parler des risques psychosociaux, on pourrait parler des risques liés aux manutentions, on pourrait parler de tous les risques et dans tous les secteurs. Donc je pense qu'on a vraiment, on appelle de nos voeux une montée en compétences de notre secteur, mais c'est vrai ailleurs. Dès qu'on a un réseau de TPE, on sait très bien que les chefs d'entreprise sont dépourvus face à ces problématiques-là. Comment est-ce qu'on adapte la prévention aux situations de travail ? Et dans notre secteur, on a une malléabilité des situations, un changement permanent qui impose une vraie agilité de ce point de vue-là, d'où le conseil d'avoir recours à une recette de cuisine presque toute faite, voilà, clé en main, et tiens, si on allait chercher un coordinateur d'intimité. Après se pose la question de la compétence de ces gens-là, de ces intervenants-là. C'est vrai aussi pour les régleurs de cascade, c'est vrai pour les chargés d'effets spéciaux. Au-delà de leur curriculum vitae, j'ai fait tel film, qu'est-ce qu'ils y ont fait effectivement et quelles sont leurs compétences. Donc il y a une vraie réflexion sur les coordinateurs d'intimité pour essayer de construire une compétence un peu établie, un peu validée, pour qu'on ait l'assurance d'avoir une réponse adaptée aux besoins du moment. Voilà ce que moi je pourrais dire en tant que préventeur sur ces questions-là. Monsieur Chirol et Madame Lebec. Alors, je voudrais répondre à la question de Monsieur Balanance de façon un peu plus générale, en prenant l'ensemble. Effectivement, on peut considérer que nous avons plusieurs niveaux où on peut intervenir. Par exemple, grâce au CCHSCT, nous avons aujourd'hui une directive générale de sécurité. C'est elle qui impose la présence, par exemple, du régleur de cascade. Il est bien indiqué sur les directives de sécurité que la cascade impose la présence d'un régleur et la préparation. Il y a tout un certain nombre de préconisations de sécurité que le CCHS a établi, que nous avons établi dans le cadre du CCHS en collaboration avec notamment des organismes publics. Effectivement, je crois qu'il y avait la sécurité sociale qui est intervenue, etc., la caisse primaire d'Île-de-France, etc. Et donc on avait établi, et on se base aussi sur ça. Il y a le niveau conventionnel, parce qu'effectivement, on peut intervenir sur le niveau conventionnel. Je vais vous citer un exemple très, très, très simple. La Convention impose, par exemple, que quand les techniciens se déplacent, il faut qu'ils aient une chambre individuelle avec douche. Ça, on a dans la production séraphique, on ne l'a pas dans la production audiovisuelle. Je peux vous assurer que c'est une demande. Donc, mais vous voyez, on peut le régler conventionnellement. Donc c'est à nous de revendiquer auprès des syndicats de producteurs une amélioration de cet ordre. Donc effectivement, il faut bien se dire qu'effectivement, à quel niveau on peut intervenir. Est-ce qu'il faut que ce soit au niveau législatif? Est-ce qu'il faut au niveau conventionnel? Au niveau de ces directives? C'est ça l'architecture, parce qu'elle est assez complète finalement. Si on réfléchit, on a, comme vous l'avez fait remarquer dans d'autres interventions, on a déjà des outils. Il faut simplement savoir à quel endroit on se place pour négocier, pour améliorer. Alors, il y a des outils, il y a aussi des espaces entre les temps de travail. Hein, et donc, c'est pas vrai que c'est absolument complet aujourd'hui. On va en reparler, j'imagine. Madame Lebec. Je vais être bref parce que Didier Carton a dit déjà beaucoup de choses. Mais ce qui est obligatoire aujourd'hui, c'est l'évaluation des risques. Et en fait, un employeur qui fait correctement son travail de prévention et d'évaluation des risques, il va analyser ou faire analyser par quelqu'un qui est compétent le scénario pour anticiper la façon dont telle ou telle scène va être tournée, que ce soit de cascade ou des scènes d'intimité ou des scènes juste sans impliquer la nudité ou la proximité des corps, des scènes de violence. Et les coordinatrices d'intimité peuvent être une ressource en termes de compétences pour justement faire l'analyse des scénarios. Et ensuite, justement, préconiser ou pas la présence d'un coordinateur ou d'une coordinatrice d'intimité sur telle ou telle scène, en lien aussi avec les comédiens et la mise en scène, de façon à ce qu'il faut que aussi les comédiens soient d'accord pour qu'il y ait un tiers qui entre dans leur relation avec le metteur en scène. Je vous propose qu'on en termine sur la prévention et après on ira sur un autre sujet. C'était sur la prévention ta question, ouais. Vas-y. C'est sur la prévention parce que vous préconisez que la description et le consentement fassent objet d'un écrit. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet parce que la question de rendre obligatoire le coordinatrice d'intimité, ça pourrait sembler être de bon sens, mais le bon sens, ça pourrait être aussi d'avoir deux comédiens qui se connaissent parfaitement. On peut même imaginer, par exemple, qu'ils soient en couple déjà. Si on leur
impose un coordinateur d'intimité par rapport à ça, pour eux, c'est pas très grave. Par contre, il y a l'équipe ça peut être à gérer aussi. Donc, l'idée d'avoir un consentement écrit et qu'il soit contractualisé, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation de la description de la scène, des risques encourus dans cette scène pour l'acteur, l'actrice ou les comédiens, comédiennes, mais aussi pour les techniciens, tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être quelque chose qui serait plus poussé sur l'accord contractuel? On a la loi, on a les conventions et puis il y a les contrats. Et est-ce que l'obligation contractuelle de bien décrire les scènes, de bien évaluer les risques ne pourrait pas être une solution qui ferait de la prévention et de la pédagogie vis-à-vis de tous les acteurs également? Acteurs, quand je dis acteurs, c'est partie prenante d'un film. Monsieur Schumann, et après je vous propose qu'on passe à un autre aspect. Allez-y. C'est en fait, déjà le cas. Les pratiques commencent à devenir courantes. Il est écrit dans les textes qu'il faut avoir cet accord de consentement qui peut être modifié au cours du tournage et qui doit être resigné s'il y a une modification. Aujourd'hui, la pratique et l'obligation. C'est ce que vous préconisez. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Pardon, si je puis me permettre. C'est désormais prévu dans la convention collective de la production cinématographique, dans les avenants qu'on a signés en mai. Et dans l'audiovisuel, on est en cours de négociation du même type d'accord. Donc désormais, il y a des clauses d'intimité qui doivent être prévues dans les contrats. Et c'est dans la convention collective, donc c'est à force obligatoire en principe. Je vous propose qu'on passe à un autre volet de questions. Et s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à en faire part, Monsieur Perret. Je vous donnerai la parole après. Alors là, je vais prendre mon expérience et cela va peut-être vous paraître incongru, mais d'ancienne vice-présidente d'une université, où il y a eu... moi, j'ai été confrontée avec le CHSCT à des difficultés à ce moment-là, parce que, en fait, les personnes qui étaient mises en cause par un témoignage méritaient aussi une protection syndicale de la part des représentants syndicaux. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans le cadre de ce conflit d'intérêts entre la victime et la personne, enfin la personne qui témoigne et la personne qui est mise en cause, entre ces deux personnes-là, est-ce que vous avez déjà vécu des conflits d'intérêts dans la protection que vous devez à tous les salariés en fait sur un tournage, et comment vous envisagez cette chose? Madame Lépine-Carnic ou Monsieur Carton ou Monsieur Carton? On peut essayer. Bon, conflit d'intérêts de protection des parties. Alors, je crois qu'on vit une époque assez fabuleuse où il y a un emballement où qu'on soit sur ces sujets-là. On en parlait et on en parle régulièrement. Et on l'a vu sur des plateaux et des situations de travail où effectivement tout le monde est sommé de prendre son parti pour un camp ou un autre. Et on marche effectivement sur une corde raide sur ces situations-là. En ce qui nous concerne, il est clair qu'on appelle de nos voeux, quand il y a un signalement ou une situation comme ça, la protection des parties, c'est-à-dire que les deux personnes doivent être protégées, écartées bien sûr les uns des autres pour éviter de se retrouver confrontés l'un à l'autre. En attendant la réalisation et la conclusion d'une enquête disciplinaire au sein de l'entreprise. C'est effectivement une corde raide, on ne va pas se raconter d'histoire. On a eu à connaître des situations où une réorganisation du travail a été mise en place pour permettre de continuer le travail en attendant les conclusions de l'enquête, où c'était plus ou moins bien vécu effectivement par les uns ou les autres. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que ça. C'est une corde raide, c'est clair qu'il n'y a rien d'évident là-dedans. C'est quand même une intention nécessaire et préalable à toute conduite d'enquête, quoi. Je veux dire, on peut pas. Je peux vous raconter une anecdote qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais je trouve qu'elle est significative. J'œuvre depuis longtemps dans la prévention, voilà, et dans tout secteur d'activité. Et on m'appelle de temps en temps en dehors de mon activité au cinéma pour avoir conseil. J'ai eu un échange avec un représentant de CSE en entreprise qui avait été saisi d'un cas
d'une plainte par une salariée de fait de harcèlement sexuel par un de ses collègues. Donc l'entreprise, au vu du témoignage, a pris une décision de suspension du salarié en attendant les conclusions de l'enquête. Alors, il s'avère que l'enquête établit qu'ils étaient l'un et l'autre dans un jeu de séduction et que c'est devenu un vrai problème quand monsieur a signifié à madame que non, il était marié et que décidément il fallait arrêter. Conclusion de l'enquête, je ne l'ai pas faite. Voilà, je n'ai aucune raison de la remettre en cause ou de questionner ses conclusions. Cela dit, ce monsieur a vu sa situation personnelle, familiale très dégradée. Entre-temps, a tenté de se suicider. Et donc oui, il y a une vraie attention à prendre en compte les potentiels effets, que les gens soient coupables ou pas. Donc bien sûr qu'il y a la sanction, mais il faut quand même mettre en place et sécuriser ce parcours. Moi, je suis très, très choqué par ça. La première fois que j'ai eu à traiter d'un cas de harcèlement sexuel, il s'avère que ça n'en était pas, mais tout comme on a vu apparaître la notion de harcèlement moral en entreprise suite aux écrits de Marie-France Irigoyen, je veux dire, ça n'existait pas avant dans le Code du travail. Donc quand ce mot-là est arrivé, il a été le révélateur d'un malaise bien plus grand des salariés qui sont venus trouver les inspections du travail parce que tout simplement ils n'étaient pas payés. C'est pas du harcèlement moral, c'est de la non-exécution du contrat. Donc il y a un moment où il faut quand même être très prudent dans l'approche de ces situations. Il y a des vies en face, quoi, très clairement, il y a des vies en face. C'est pas simple. Excusez-moi. Monsieur Chirol. Oui, si vous voulez, c'est l'occasion de... Parce qu'en fait, disons que en tant que membre du CCHS, j'ai une position, et puis en tant que permanent syndical, j'en ai une autre. Il faut bien voir plusieurs choses. La première, c'est que c'est bien l'employeur qui a pouvoir de sanction. Et ça, on est bien d'accord. Donc, le CCHS, comme vous l'a rappelé Valérie, il n'a pas ce pouvoir. Il a un pouvoir peut-être plus grand encore. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est qu'il a un double intérêt. Il est extérieur au tournage et il est neutre. Il se situe à mi-chemin. La base de son intervention, c'est le respect des règles de sécurité. Et parmi les règles de sécurité, il y a le devoir de ne pas agresser. Parce que ça, c'est un manquement à la sécurité. Donc, il agit de ce point de vue. Et d'une certaine manière, en rappelant ces règles, la seule chose qu'il peut faire, c'est mettre le producteur en face de ses responsabilités en disant, voilà, maintenant la situation est celle-ci, nous on a des recommandations en matière de sécurité, on vous demande de les suivre. Et bien sûr, il n'y a pas ce pouvoir de coercition, mais vous comprenez qu'à partir du moment où le CCHSCT émet des avis, il renvoie le producteur à son devoir, qui est celui de garantir la sécurité de ses salariés. Donc, cette intervention, elle est intéressante à ce niveau-là, parce que tout d'un coup, il y a une personne extérieure qui est en capacité de rappeler un certain nombre de règles. Effectivement, ce qui s'est passé récemment nous pousse à approfondir les modes et les processus d'intervention qui font qu'effectivement, au-delà, il va en ressortir au sein du CCHSCT des recommandations d'ordre général que nous allons pouvoir diffuser, parce que c'est ça notre rôle au sein du CCHS. C'est vrai que de notre côté, de mon côté syndical, je vais vous dire, moi, du harcèlement moral, notre organisation, on en traite 150 par an, pas rien. Mais là, c'est pas la même chose. Là, on est du côté des victimes, et on fait attention simplement qu'effectivement, il y ait une réalité dans l'affaire. Elle se détermine assez vite. Quand la personne vous dit j'étais voir un psychiatre, je prends des médicaments, je n'en peux plus, etc., et puis qu'elle se met à pleurer dans votre bureau, à un moment donné, vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire. Et là, le syndicat, s'il intervient, c'est pour faire arrêter. Donc la lettre au producteur, elle est toute prête. Et elle part très vite. Donc on a un autre regard qui est celui de soutien à la victime. Et si la victime est obligée de partir du tournage, d'obtenir pour elle une réparation. Parce que c'est ça qui nous importe, que la victime puisse être réparée. Et c'est là où, effectivement, se posent un certain nombre de questions pour nous. Parce que là,
effectivement, comment réparer? Est-ce qu'il faut aller au litige? Est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un mode transactionnel, qui est quand même de beaucoup préférable? Mais voyez bien la différence et l'intérêt du CCHS qui, lui, est sur le mode de la neutralité. Monsieur Carton, vous vouliez préciser quelque chose? Oui, je voudrais compléter. Alors, pour moi, vous posez une question sur la protection de la personne qui est mise en cause. Moi, je crois que ça milite vraiment pour l'obligation et la systématisation de l'enquête. C'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de trouver une sortie de gré à gré, et elle peut être quand même très préjudiciable à la personne qui est mise en cause, parce que la lumière n'est pas faite et sa réputation est entachée malgré tout. Donc je crois qu'il faut vraiment aller au bout de ces démarches-là, ce qui n'exonère pas, me semble-t-il, la nécessité d'intervenir au plus tôt possible sur des signaux faibles, pour éviter d'en arriver à devoir enquêter sur des situations graves, et de réfléchir aux modalités peut-être de mise en place, de médiation, d'autres dispositifs, d'un management peut-être plus présent et plus encadrant sur ces questions-là en tout cas. Voilà. Je vais te passer la parole. Juste une petite précision, parce qu'on a parlé des risques, et en effet, chez les personnes qui sont l'objet de témoignages, enfin qui sont ciblées par des témoignages, je précise qu'il y a aussi un risque sur les personnes qui font les témoignages, qui elles aussi sont à risque notamment de suicide ou de tentative de suicide. Monsieur Ballet. Oui, merci. Monsieur Carton, là, vous venez de mettre en avant un point qui, moi, me semble essentiel, c'est la question du management, la question de la vie en équipe sur ces tournages. Les règles, elles existent, elles sont extrêmement claires. Elles sont la déclinaison du code du travail, enfin l'application, pardon, du code du travail qui a été fait pour la majorité du travail dans notre pays, c'est-à-dire la vie en entreprise. Et vous avez une vie en entreprise qui est une vie en entreprise ponctuelle, c'est-à-dire que vous faites société pendant 5 semaines, 3 semaines, parfois même pas moins que ça, parce que parfois vous avez des techniciens qui seront là juste 3 jours et qui iront sur un autre film après, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est une grande particularité. C'est une grande particularité qu'il faut, à mon avis, prendre en compte. Et moi, la question que j'essaye d'approfondir, c'est la question justement du référent. Aujourd'hui, il y a un référent VHSS sur le plateau, qui peut être en lien, qui est formé, etc. La question que je pose et que je pose à pas mal de personnes maintenant, c'est est-ce que qui gère la vie, la bonne vie d'un tournage? C'est qui le poste qui gère le fait que les gens se sentent bien, que évidemment ils puissent parler, voilà. C'est le directeur de la production, c'est la maquilleuse, comme parfois on l'a entendu, et qui prend ce rôle, c'est le réalisateur, j'en doute un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait dans les tournages, et est-ce que vous ne pensez pas que la vie du tournage devrait être organisée par rapport à ses spécificités de délai court, de tension, ce rythme particulier aussi, où vous l'avez dit tout à l'heure, on peut travailler de façon très intense pendant une demi-heure et puis attendre 3 heures. Et l'attente génère parfois l'ennui, et l'ennui peut parfois générer l'envie de faire des bêtises. Comment on gère tout ça? Et qu'est-ce que vous auriez comme préconisation pour avoir peut-être je ne sais pas, c'est peut-être bisounours, mais un référent de la bonne vie sur un plateau? Je vous laisse répondre, après je donnerai la parole à Monsieur Pérez. Anna Pines, Chief Officer sur les tournages. Alors en fait, sur un plateau, je crois que vous avez eu l'occasion de l'entendre déjà, mais les postes sont très hiérarchisés, et chaque chef de poste est en quelque sorte en charge de ses troupes. Le directeur de production est là aussi pour organiser, pour harmoniser dans un temps effectivement très bref le bon rapport entre les personnes et les équipes. Et parfois, les producteurs sont aussi sur place
pour assister au tournage, comme ça a été le cas, comme je vous le disais, sur le tournage du consentement. En fait, on vous l'a déjà dit, le cinéma est une industrie de prototype. Donc à chaque fois, il y a des modalités de mise en œuvre qui sont différentes. Mais là, je parle pour le cinéma, mais peut-être pour l'audiovisuel, il y a d'autres choses à dire, notamment sur la temporalité qui est très différente, qui peut être différente. Oui, si je peux répondre à la question. Julien, oui. Merci, rapidement. Moi, j'écoute ce qui se dit sur le cinéma. Il se trouve que je suis directeur général en charge des productions chez TF1 Productions. Et ma connaissance est celle des tournages de divertissement dont on n'a pas parlé, mais le CCHS audiovisuel, il couvre aussi les divertissements, les captations, etc. Sur la production d'une émission de divertissement, la différence notoire, c'est d'abord beaucoup plus de techniciens sur un moment beaucoup plus court, parce qu'un divertissement, c'est 2 ou 3 jours de travail sur le plateau maximum, sauf quand il y a des séries, etc. Il y a une très grande coactivité d'entreprises extérieures, parce que c'est très technique. Il y a beaucoup voilà, parce qu'il y a des enjeux aussi économiques de cette coactivité derrière. Moi, je pense que les personnes dont vous parlez incarnant dans ce domaine-là, il n'y a pas une seule personne. Il se trouve que les producteurs sont des producteurs artistiques, pas des producteurs exécutifs qui investissent de l'argent, etc. C'est vraiment presque des techniciens de l'artistique. Donc, ils sont entourés de coordinateurs artistiques. Qui dit coordinateur dit coordination avec tout un pan de la production, et puis il y a le directeur de production, ça marche toujours de toute façon par deux, artistique production. Voilà, pour vous éclairer sur votre question et pour pouvoir parler aussi du divertissement. Monsieur Pérez. Merci Madame la Présidente. J'ai 2 questions assez courtes. La première, prenons le cas d'une personne qui est agressée lors d'un tournage, une agression violente, et qui derrière développe un syndrome dépressif qui qui la neutralise, qui neutralise cette personne pendant un certain temps, professionnellement au moins et personnellement. Est-ce qu'il y a une systématique de reconnaissance de maladie professionnelle dans ce cas ? Ça, c'est ma première question. La deuxième, lors des tournages à l'étranger, tournage organisé par une société de production française avec du personnel français qui se rend à l'étranger pour un tournage et qui peut à ce moment-là intégrer des techniciens locaux qui ne sont pas forcément régis par le même droit. Comment vous gérez ça, et il peut y avoir une situation de conflit entre 2 personnes, dont une d'une équipe locale et d'une équipe. Comment ça se passe ? Comment le CCHSCT peut intervenir, et concrètement, juridiquement, quels sont les points de blocage qu'il peut y avoir par rapport à ce type de situation à l'étranger ? Je vous remercie. Monsieur Carton. Alors, je veux bien amorcer une réponse sur la première question. J'aimerais cependant revenir sur la précédente, si vous voulez, sur la question du management. Alors, vous parliez de la durée de nos tournages, et je pense que c'est un point crucial et fondamental pour comprendre ce qui se passe. Cette durée très courte, elle impose aux équipes une opérationnalité immédiate. Il n'y a pas de réglage préalable, il n'y a pas de partage des règles. Et cette opérationnalité immédiate, elle demande, et en plus sur des compétences variées, parce qu'entre quelqu'un qui construit un décor et quelqu'un qui fait de l'image, ce n'est pas du tout la même. Donc ça impose, si vous voulez, une autonomie et une confiance sur chaque ligne de métier. Donc on a une espèce de délégation de fait et de gestion en autonomie de chacun des secteurs, et je pense qu'il y a peut-être là une clé de compréhension de ce qui joue. Pour répondre à votre question sur la personne qui serait agressée avec un syndrome dépressif, alors la reconnaissance en maladie professionnelle répond à des critères très compliqués. Je crois que si effectivement on était dans le cadre d'une agression, on rentrerait plus dans le cadre de la définition de l'accident du travail, c'est-à-dire qu'on a un événement violent qui est clairement identifiable et qui a un effet. Donc je pense que les caisses de sécurité sociale, au vu des éléments, reconnaîtraient très volontiers l'accident du travail. Pour ma part, je pense que c'est des choses qui s'imaginent, et il faudrait questionner la CNAM là-dessus.
Voilà, je pense que c'est assez clair. Sur le tournage à l'étranger, les conflits entre équipes, eh bien, écoutez, je crois que le Code du travail s'applique aussi à l'étranger pour les entreprises de droit français qui ont des salariés français, et elles devraient, en tout état de cause, mettre en place ce qu'il faut pour protéger leurs salariés, voire les sanctionner si c'est eux qui sont fauteurs de troubles. C'est peut-être pas facile, effectivement, mais de toute façon, il me semble que dans des entreprises qui travaillent ensemble à l'étranger, une entreprise française et une entreprise étrangère, il doit y avoir un contrat, il doit y avoir des choses qui se disent et qui établissent un petit peu les modes de fonctionnement. Je pense qu'il faut aussi penser coordination de tout ça. Tu l'évoquais, Laurent, mais je pense que, y compris entre nos services en interne d'une production française, comment est-ce qu'on les coordonne, comment est-ce qu'on impulse le happiness manager, comment est-ce qu'on impulse un management qui soit un peu cohérent, partagé et qui véhicule des valeurs. Et ce serait, me semble-t-il, la même chose. On coordonne la coactivité de deux entreprises qui doivent se mettre d'accord sur comment elles travaillent ensemble. C'est peut-être de la théorie, mais ça me semble être une pratique qu'il faut développer. Merci. Voilà pour ma réponse. Excusez-moi. Du coup, vous n'avez pas du tout répondu à la question de M. Pérez. Est-ce qu'il y en avait... Est-ce que vous vouliez une... Si, quand même, pardon. Excusez-moi. Ouais, d'accord. Okay. Je veux bien compléter, M. Pérez. Non, pardon. C'est moi. Moi, j'avais du coup plusieurs questions. Excusez-moi. Juste peut-être pour donner une information, un complément d'information. Il faut que vous relanciez votre micro. Je vous prie de m'excuser. Pour donner un élément complémentaire à votre question, en termes de risque, 80% des jours de tournage sur la production française se réalisent en France. Donc c'est juste pour circonscrire le risque qui serait de 20% des jours de tournage. Merci pour cette proposition. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'est avez-vous, vous, les membres des CCHSCT, été formés sur les violences sexistes et sexuelles ? Donc, première question. Deuxième question, est-ce qu'on peut dire que sur un tournage ou sur une émission de divertissement, est-ce qu'on peut dire que tout le monde connaît la procédure de saisine du CHSCT ? Du CCHSCT. La deuxième question. Troisième question. Quand il y a des personnes qui sont témoins de faits, mais que la victime ne parle pas, que se passe-t-il ? Quatrième question, et j'en arrête là, promis, c'est sur les syndicats, puisque là, on a des expériences très différentes selon les pays, et notamment aux États-Unis, les syndicats d'acteurs, de scénaristes, etc., sont beaucoup plus puissants qu'en France, et notamment dans la gestion de ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, et quelles seraient vos préconisations sur ces 4 aspects ? Peut-être pour répondre sur la première question déjà, d'abord les 2 salariés des 2 CCHST ont été formés tous les 2. Ils ont suivi la formation de référent VHSS en complément de la formation initiale, évidemment à la prévention des risques professionnels. Et concernant les membres des CCHSCT, nous avons organisé un séminaire justement qui a fait intervenir des avocats, des psychosociologues, etc., qui a permis de former tout le monde et d'échanger aussi sur ces sujets ensemble. Concernant les modalités de saisine du CCHSCT, est-ce qu'elles sont connues en partie? Sûrement pas assez. Honnêtement, je pense que les 2 CCHST peuvent gagner en visibilité encore auprès des professionnels, que ce soit les entreprises ou les salariés. On a eu l'avantage pendant la période du Covid que le CCHST a été mis en lumière à ce moment-là, puisqu'il avait produit un guide de préconisation de sécurité sanitaire très opérationnel. Donc on poursuit un peu sur cette vague, mais c'est vrai qu'on pourrait gagner sur ce plan-là. Monsieur Schumann ? Je prends la question sur les syndicats. C'est le SAG-AFTRA, par exemple, qui est le syndicat frère aux États-Unis, qui est effectivement très puissant. Ils ont 160 000 membres, donc nous, on est tout petits à côté. Nous avons quand même la possibilité d'agir. Si on a des cas qui nous reviennent souvent, même beaucoup plus souvent d'ailleurs, dans le spectacle vivant que dans l'audiovisuel. Et on découvre ça en général
à travers un conflit de travail. Et là, on apprend que dedans, il y a du harcèlement moral, surtout, de temps en temps, du harcèlement ou de violence sexuelle ou sexiste aussi. On écoute et en général, on voit tout de suite les intéressés, s'il s'agit de violence sexuelle, vers la cellule d'écoute d'audience. On a quelqu'un qui a récemment, une de nos juristes qui a récemment fait le stage sur référent, qui a fait les 3 jours avec l'AFTAS. On essaie de démêler si on peut. On ne fait pas beaucoup de médiation. S'il y a vraiment un problème, on conseille d'abord la cellule d'écoute pour les parties. Si c'est quelqu'un qui est syndiqué, on accompagne juridiquement. On va soit à la police, soit au prud'homme selon les cas. Si c'est quelqu'un qui n'est pas syndiqué, on leur donne des noms d'avocats éventuellement. Mais c'est surtout, on les dirige, si c'est l'audiovisuel, à la CCHCT, c'est un des 2 CCHCT, et si c'est du spectacle vivant, où il n'y en a pas, c'est que la cellule d'écoute, de toute façon, qui peut les diriger vers soit des psychologues, si nécessaire, soit la police, soit un avocat. Sur les adultes aussi, j'avais une question. Monsieur Julien, oui. Et juste pour répondre à votre deuxième question, un petit aspect technique assez important sur la reconnaissance par les sociétés de production des CCHSCT. En ce qui concerne la fiction, il y a une obligation pour les fictions et cinéma et fiction télé, pardon. Il y a une obligation de déposer une déclaration de tournage sur le site du CCHSCT. En tout cas pour fiction télé, c'est sûr, cinéma aussi. Et donc, en fait, donc nous, on a la connaissance au CCHSCT du lieu, de la période de tournage, du film, tout simplement. Donc il y a déjà un lien qui se crée, et c'est la raison pour laquelle on a un conseiller à la prévention qui peut faire ses visites de tournage, etc. Ça n'existe pas pour le divertissement. Donc, en effet, c'est plus difficile et il n'y a pas de déclaration préalable parce que ça mobiliserait un nombre de déclarations énorme, étant donné qu'au divertissement, parfois, vous avez un tournage de 3 personnes. S'il fallait déclarer tous les lieux de tournage, etc., parce que ça couvre aussi le magazine et documentaire, on a eu ces discussions il y a quelques années, hein, tous ensemble, très approfondies, ça serait difficilement gérable. Mais on a un effort à faire, ça c'est vrai, pour se faire reconnaître par les sociétés de production. On a profité effectivement du Covid, où là il y a eu beaucoup d'interactions, mais c'est un effort à prolonger. Monsieur Chirol, vous vouliez... Oui, pour répondre sur les syndicats, je dois dire que pour nous, le syndicat, c'est le lieu de la bienveillance absolue. C'est-à-dire, c'est le lieu où le technicien peut se réfugier. C'est le lieu où il est accueilli, on lui dit « vous êtes chez vous ». Et les producteurs ne rentreront pas. Donc c'est déjà... Non mais c'est important, vous comprenez, parce qu'il faut qu'ils puissent sentir, les techniciens, qu'à un moment donné, ils ont leur organisation qui leur appartient et qui est en mesure, effectivement, de leur apporter des réponses juridiques, des réponses au niveau social, etc. Et pourquoi on est formé ? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on gère ? De mauvaise gestion de personnel, quoi. Si on veut dire ça comme ça, oui, c'est qu'à un moment donné, quand les gens arrivent et qu'ils se sont fait renvoyer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque ce sont des contrats à durée déterminée et que seule la faute grave pourrait justifier un renvoi, dont les violences. Effectivement, si vous voulez, je reviens un peu sur les questions qui avaient été posées. Nous avons des cas maintenant, effectivement, de personnes qui se plaignent d'avoir été accusées injustement. Simplement, l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est là qu'on voit qu'il y a pour le producteur un devoir d'avoir un certain doigté. Et donc de juger
si effectivement, et c'est pour ça que nous on souhaite toujours que les choses on soit prévenu tout de suite pour pouvoir dire simplement vous arrêtez, c'est tout. Après les sanctions, c'est pas notre affaire, mais si vous voulez, des fois ça prend des proportions, surtout dans l'ambiance actuelle, qui peuvent aller, vous savez, poser un problème, parce que les personnes arrivent avec leur dossier et on s'aperçoit que c'est pas ce qui en est dit, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça. Et effectivement, il faut avoir le minimum de doigté. Il est arrivé d'un autre syndicat de refaire des enquêtes et de susciter des témoignages pour que la personne puisse se défendre. Donc tous les cas sont possibles. Vous voyez, c'est assez complexe la situation aujourd'hui. Non, pas de nouvelles. Vous n'avez pas répondu à cette question sur les adultes. Par exemple, prenons le cas de Judith Godrèche qui a fait la une de l'actualité. Elle ne se plaignait pas sur le moment, en tous les cas, ou pas en tous les cas, elle ne l'a pas dit forcément de la situation, même si c'était une violence. Et du coup, la question, c'est les adultes présents. Comment vous voyez la possibilité d'être saisis par des personnes qui seraient témoins ou qui s'inquiéteraient d'une situation sans pouvoir même la qualifier forcément, mais comment vous envisagez ça concrètement? La question de l'information et un début de qualification de la situation, c'est ce qui pose problème, vraiment. Savoir, quand on est dans une situation donnée, qu'est-ce que c'est? On est face à quoi? Et c'est compliqué, parce qu'il faut pouvoir qualifier juridiquement, en tout cas commencer à qualifier juridiquement la situation, et c'est ce qui existe dans notre fameux kit. On définit les types de situations, donc ça donne un premier indice. Et les situations qui sont remontées au CCHACT, elles peuvent remonter par différentes sources, notamment par les syndicats, qui, via le biais des personnes qui sont sur les tournages, remontent les situations. Par toute voie, c'est-à-dire que tout le monde peut, sur un tournage, s'adresser au préventeur ou à la préventrice pour remonter une situation. Et là, on revient quand même sur la question de la temporalité, c'est-à-dire que bien souvent, les comités d'hygiène et de sécurité sont prévenus alors que la situation existe déjà, voire qu'elle a commencé à être traitée. Et notre difficulté, c'est de pouvoir intervenir, accompagner les personnes qui sont très souvent en situation de grande souffrance, mais toutes les équipes. C'est-à-dire que pour un acte donné, c'est toute l'équipe qui est en souffrance. Et ça, c'est vraiment très compliqué à gérer. Mais je vais peut-être te passer la parole, Didier, parce que tu as été au cœur de situations de ce type. Et pardon, pour finir, sur les enfants, un début de réponse, c'est ce qui a été ajouté dans la convention collective au mois de mai, s'agissant de la personne qui accompagne l'enfant jusqu'à ses 16 ans sur les tournages. C'est quand même une personne qui est en capacité d'aider et d'accompagner et de prévenir des situations douloureuses. Monsieur Carton, qu'on appelle visiblement chaque fois qu'il y a une réponse un peu difficile. Dès qu'il y a une patate chaude, c'est pour moi. Je vous remercie. Bon, on va essayer de recaler un petit peu comment on a évolué dans le temps, hein, parce que ça me paraît important. On a donc, nous, une ambition de prévenir les risques. Pour prévenir les risques, il faut comprendre les phénomènes accidentels. Et en 1963, quand les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour créer le CHSCT, ils ont écrit, comme c'est permis pour les caisses régionales d'assurance maladie, comme c'est permis pour l'inspection du travail, qu'on avait mandat pour enquêter, pour comprendre les mécanismes qui conduisent à l'accident, avec un objectif de prévention. Et je vous avoue que c'est un exercice qui me va bien dans ce cadre-là. Le problème sur des phénomènes de RPS, avec potentiellement une sanction à la clé, l'objectif de l'enquête, il est plus tout à fait le même. C'est-à-dire que là, on va essayer d'identifier et de pointer une responsabilité. Donc si vous voulez, sur les premiers cas où on a été appelé, sans faire l'enquête, on était quand même très intéressé à savoir ce qui se disait. Puis on s'est aperçu que c'était quand même un exercice très difficile. Donc aujourd'hui, la doctrine qui est ressortie de nos différents travaux, c'est que
on va renvoyer systématiquement un signalement à l'employeur. On va peut-être l'accompagner méthodologiquement en lui disant bah, vous pouvez effectivement avoir recours à un prestataire extérieur, encore faut-il qu'on puisse, et j'ai vu dans le rapport interministériel sur les violences sous relation de pouvoir, qui a intérêt peut-être à certifier ces gens-là. Bon, je pense que page 63, il y a une petite idée qui n'est pas mauvaise. Mais donc, on peut peut-être orienter ces gens-là vers des prestataires extérieurs. On peut peut-être encourager à mener une délégation d'enquête paritaire au sein de l'entreprise, mais nos temporalités sont compliquées. Je veux dire, quand vous êtes dans cette espèce de tourmente qu'est un tournage, c'est difficile. Donc, on peut effectivement conseiller, on peut tirer des signaux d'alarme en disant « Est-ce que vous avez entendu tout le monde ? Est-ce que vous avez... voilà, ce genre de choses. On est intéressé, et d'ailleurs c'est prévu dans les avenants à la Convention, on a intéressé à connaître les conclusions de tout ça, est au fait, parce que si vous nous posez la question des statistiques, on ne les a pas. Voilà. Moi j'apprends au détour d'un tournage que, ah oui, au fait, l'autre fois, il y a eu un truc, mais bon, c'était pas grave. Donc on est intéressé à avoir un petit peu plus de données sur ces questions-là, c'est évident. Voilà moi ce que je peux vous dire. Hein. Je veux bien compléter si vous avez d'autres questions. J'ai quelques interrogations par rapport à ça. En réalité, votre travail, il est un peu le travail de déceler les causes, les raisons d'un dysfonctionnement. Votre travail, c'est pas de faire les enquêtes. On est d'accord, et ça me semble d'ailleurs deux choses différentes. C'est un peu comme nous, dans cette commission d'enquête, par rapport à des enquêteurs et de la police judiciaire, des procureurs et des magistrats sur des cas précis. C'est... trouver ce qui peut être amélioré et évidemment l'améliorer. Justement, la question là, c'est intéressant ce que vous me dites sur ce que vous nous dites sur les statistiques, parce que par exemple le référent obligatoire dans les nouvelles conventions, est-ce qu'il est prévu par exemple qu'il vous remonte à vous une information et qu'il fasse un rapport sur chacun des tournages, à partir du moment où il y a eu un sujet, évidemment. Si tout s'est bien passé, c'est pas la peine de vous faire un rapport pour vous dire que tout s'est bien passé. Mais est-ce que ça, c'est prévu ? Et est-ce que ça pourrait être quelque chose qui vous serait précieux pour continuer à améliorer vos dispositifs ? Parce que on voit bien que le cinéma, les productions audiovisuelles et le spectacle vivant aussi, on va aussi les auditionner, bon, évidemment. On voit bien que c'est sur la prévention vraiment que là, pour le coup, il faut vraiment mettre le paquet, parce que l'enquête est difficile à mettre en place vu la temporalité, et puis souvent les gens ne vont plus être à travailler ensemble à peine 3 jours ou 4 jours après. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette question de cette remontée d'informations obligatoires, et corollaire de cette question et toujours dans cette idée de prévention, est-ce que vous pensez que tous les parties prenantes de ces métiers-là sont suffisamment formées au droit ? Et est-ce que vous pensez au droit et à la règle comment dire, à la réglementation, pensez-vous qu'il faudrait renforcer ces formations, et voire même les rendre obligatoires ? Et est-ce que vous auriez vous identifié quelques angles morts sur l'état positif du droit ? Alors, Madame Lebec avait demandé la parole tout à l'heure, et pardon, je ne vous ai pas vue, donc je vous la donne en premier. Je vous remercie, Madame la Présidente. Juste pour préciser qu'en plus d'avoir défini une procédure de traitement des signalements qui arrive au CCH-HCT, nous sommes par ailleurs également évidemment soumis au Code pénal, et que si on avait connaissance de faits d'atteinte, de mauvais traitements ou d'atteinte sexuelle sur mineurs, on serait tenu en tant qu'instance de le signaler au procureur. Et ça a été posé bien au niveau de l'instance. C'est pas l'article 40, puisque je crois que l'article 40 concerne les fonctionnaires et agents publics, mais il y a aussi des dispositions dans le Code pénal qui prévoient ça. Pour répondre à vos questions, alors sur le référent, c'est vrai qu'il n'est pas prévu aujourd'hui dans les textes conventionnels que le référent ait un devoir de remontée d'informations au niveau du CCH-HCT. Pourquoi pas en discuter ? On a prévu évidemment qu'on fasse un bilan annuel, chaque année, de l'accord, pour voir quelle
axes de développement ou de modification on doit envisager en tant que partenaires sociaux. Ça peut être un point, effectivement, parce que ça permettrait de nourrir les CCHSCT, à la fois en termes statistiques, encore une fois, mais aussi de cas, et de peut-être mieux accompagner les référents aussi dans leur mission, et du coup intervenir dans les entreprises directement. Et sur la question concernant la formation juridique du secteur, alors je pense que, mais comme dans tous les secteurs finalement, toutes les écoles, pas que le cinéma d'ailleurs, devraient intégrer à destination des étudiants qui sont des futurs salariés une formation minimale en droit du travail, et d'autant plus dans les écoles de cinéma, spectacle vivant ou autres, puisque le régime de l'intermittence est particulier et implique une connaissance encore plus accrue de ses droits à la formation, ses droits au chômage, ses droits en matière de sécurité sociale. C'est des régimes encore différents, donc l'information est encore moins accessible. Donc oui, nous on milite pour que dans les écoles, il y ait des formations au droit du travail, et encore plus dans les cursus qui mènent au métier de la production, puisque quand on fait partie de la production, on représente l'employeur, et donc on doit avoir d'autant plus la connaissance de ses obligations. Madame Melchior. Merci Madame la Présidente. Je retiens effectivement, je pense comme vous que la formation en droit du travail manque dans beaucoup de formations dans toutes les écoles. Je voulais revenir sur le kit. Je crois que c'est vous, monsieur, qui en avez parlé tout au début du kit de lutte contre les VSS, ou enfin peu importe. Et je voulais savoir si vous aviez le même kit, enfin parce qu'à chaque audition on nous parle de charte, on nous parle de kit, on nous parle de est-ce que vous en parlez entre vous, enfin je sais pas exactement quand le dernier a été rédigé et publié, et est-ce que déjà vous voyez des moutures, des améliorations apportées, et lesquelles? Je vous remercie. Avant de répondre, Madame Thiébaut-Martinez, et comme ça vous ferez une réponse. Oui, merci Madame la Présidente. Dans la lignée de ce qui a été dit juste avant, moi j'ai une question sur l'après, parce que vous avez parlé de situations qui seraient résolues à l'amiable. Donc ça, c'est quand on va dire ça se passe pas trop mal. Mais dans l'hypothèse où l'amiable ne fonctionne pas et qu'une des parties décide de pousser vers une procédure, là on tombe dans une procédure devant les prud'hommes. Et on sait que en matière de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle au travail, il peut y avoir une décision des prud'hommes et il peut y avoir derrière une requalification par un tribunal judiciaire, avec parfois des conséquences très importantes si jamais la décision du tribunal n'est pas la même que celle des prud'hommes. Donc au-delà de la partie amiable, et ça rejoint aussi l'aspect de la formation de ce que les acteurs, avant une procédure éventuelle, sont en capacité de faire. Moi, je suis très attentive à la question de la collecte de la preuve. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner une victime, par exemple? Comment on la sécurise dans son parcours de victime, au-delà de la croire? Comment on fait pour que, tout au long du processus, elle reste convaincue qu'on ne va pas l'abandonner au détour d'une réunion, d'un comité, ou parce qu'on va se dire finalement son témoignage, est-ce qu'on est sûr que, et puis peut-être, vous savez, cet acteur ou cette actrice ou ce technicien, finalement, il n'a pas très bonne réputation. Donc est-ce que tout au long de la procédure, vous avez en tête la possibilité de ce recours devant les prud'hommes, avec derrière, le cas extrême, une requalification devant un tribunal judiciaire? Est-ce que ça fait partie de votre manière d'apprécier les situations? Merci. Madame Lépine-Carnic et Monsieur Chirol. Merci Madame la Présidente. Je souhaitais répondre à Madame Melchior. Le kit a été élaboré avec les 2 CCHSCT. Et ça, c'est une pratique que nous avons instaurée au moment du Covid, où nous avons travaillé ensemble. Ça a vraiment beaucoup de sens parce que, vous le savez, les 2 secteurs maintenant sont très fusionnels. Enfin, les mêmes professionnels travaillent. C'est un peu le sens de l'histoire. Et donc, on est amené à travailler ensemble. Et c'est très structurant et c'est très appréciable. C'est pour ça qu'on est en capacité de parler, j'allais dire, pratiquement d'une même voix autour de cette table. Sur la discrétion dans les procédures, ou plus exactement sur la victime, le CCHSCT a une obligation de discrétion,
Ce n'est pas un secret professionnel. Donc nous veillons dans nos procédures à ce que effectivement la victime soit préservée dans ce parcours. C'est à peu près ce que je peux vous dire à ce stade. Après, s'il y a une procédure, la procédure va exister, comme n'importe quelle autre procédure. Notre mission de CCHSCT se sera arrêtée au moment où le préventeur ou la préventrice auront émis des vœux de préservation des situations et où le producteur, la productrice aura, s'il est confronté à une situation de prud'homme, voire même de décision judiciaire, d'accompagner comme n'importe quelle autre situation. Monsieur Chirol, pardon. Oui. Alors là, si vous voulez, je vais d'abord répondre à votre question, parce qu'il faut quand même voir les choses aussi comme elles sont. C'est qu'on a affaire à des salariés qui sont engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, qui travaillent dans les équipes par affinité, si vous voulez, professionnels. Le problème des procédures, c'est que les gens ont peur. Ils ne vont pas me reprendre. Et il y a des cas où il y a des rétorsions sur les victimes, encore aujourd'hui. Je les ai vus passer. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est pas si simple que ça. La menace, elle s'exerce, elle est très forte, parce que la loi est sévère. Donc effectivement, nous, on va quand même déjà essayer d'agir par transaction. Je vais aller plus loin, parce que finalement, nous, on a eu une réflexion dans le syndicat suite au cas qu'on a eu. Les producteurs, ils ont parfois raison. Ils vont vous dire, mais moi, je ne suis pas responsable. C'est vrai, j'ai embauché ces personnes et tout, et puis parmi elles, il y avait un agresseur. Mais moi, je ne savais pas. Je n'ai pas été prévenu. C'est soudain, etc. Quelque part, le producteur est tenté de dire, mais il n'a peut-être pas forcément tort. Pour moi, c'est un sinistre. C'est un sinistre. Et donc finalement, dans la situation où on est, où effectivement, aller en procédure, nous, on accompagnera, mais si vous voulez, à un moment donné, il y a une lourdeur de la procédure et l'angoisse de la personne d'être mise au banc. C'est qu'on se dit, mais tiens, on devrait instaurer un système assurantiel dans lequel on dirait, à partir du moment où le producteur se trouve dans une situation où il est coincé, où, par exemple, le groupe Respect vous a fait part de j'en sais plus quoi faire, etc., on pourrait faire appel à un système assurantiel dans lequel on garantit à la victime une indemnisation transactionnelle. Parce que là, ça calmerait sur le plateau. On dirait, bah, écoutez, je sais très bien ce qui vous est arrivé, etc. etc. Enfin, nonobstant, hein, l'aspect pénal, je n'en parle pas parce que c'est un autre sujet, c'est la civile, c'est autre chose, etc. Donc à nous d'informer les personnes quand il y a des agressions physiques, qu'ils ont accès à ça, s'ils portent plainte, etc. Mais au plan civil, on disait, mais ça, ce serait peut-être une solution, parce que quelque part, le producteur, d'une certaine manière, est dans son droit de dire, mais attendez, moi, je ne suis pas responsable de ça, je n'étais pas au courant. Puis au courant, c'est autre chose, mais c'est pas dans un cas où il n'est pas au courant. Et on se dit, finalement, on aurait ce système dans lequel on fait appel pour réparer la victime, et l'idée que la victime puisse être réparée de façon transactionnelle peut peut-être faire baisser la tension sur le tournage en disant, voilà, il y a un accident, il y a une personne qui est coupable d'eux, etc., qui peut-être en répondra devant la justice, qui peut-être effectivement en répondra professionnellement, parce qu'elle sera mise au banc, hein, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, ça se met en place, ça. Hein. Il y a des gens qui peuvent être exclus de ce fait. Mais au moins, on aurait un système dans lequel, effectivement, une réparation, si vous voulez, je ne dirais pas automatique, parce qu'il y a un dossier, mais rapide, pourrait être offerte à un technicien ou à un artiste qui serait placé dans les situations
dont on vous a parlé, d'être mis en quarantaine ou je ne sais pas quoi parce qu'il est victime et puis on ne sait plus quoi faire. Je vois dans ce que vous dites deux limites, pardon. La première, c'est que la transaction, alors déjà, bon, elle est très limitée en France. Hein, le droit à la limite, et c'est tant mieux parce que souvent elle est accompagnée d'une clause de silenciation, ce qui pose un autre problème, c'est que si demain il fait une autre victime, enfin si la personne concernée, la personne qui est pointée par le témoignage, fait une autre victime, eh bien la première ne pourra pas témoigner, donc ça affaiblit le deuxième témoignage, donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'une personne s'est mal comportée sur un lieu aussi clos qu'un tournage, en fait, il ou elle, mais souvent quand même plus il, peut mettre en danger d'autres personnes sur le tournage, de sorte qu'en fait la transaction ne peut pas être une solution. Je me permets une petite remarque parce que, et pardon parce que sans doute ne va-t-elle pas être très agréable à entendre, mais je trouve depuis le début qu'en fait vous avez souvent cité le risque, enfin vous avez plusieurs fois cité le risque pour la personne accusée d'agression. Vous avez aussi dit dans la période actuelle plusieurs fois, et avec un ton de déploration de la période actuelle. Moi, je voudrais dire quand même, je voudrais le poser ici en tant que présidente de cette commission, que le caractère systémique des violences dont on nous a témoigné l'existence n'apparaît pas dans vos prises de parole. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un enjeu extrêmement important, mais vraiment extrêmement important, de protection des personnes, de l'ordre vraiment du systémique, c'est-à-dire que ce qu'on nous dit ici est qu'il y a quelque chose d'installé dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel de l'ordre d'une maltraitance. Alors, je dis maltraitance à dessein parce que tout ne rentre pas dans le code pénal, mais d'une maltraitance. Et en fait, ça ne s'entend pas dans votre prise de parole. Donc, je me permets de le pointer parce que, en tant que protecteur des salariés, et c'est votre rôle, et des lieux de travail, je pense que la prise de conscience n'est pas encore totale de la situation réelle dans laquelle se trouve. Alors, quand je dis ça, évidemment, il y a des tournages qui se passent très bien, et c'est tant mieux, mais il y en a quand même aussi qui se passent mal, et je n'entends pas dans vos prises de parole l'importance et l'urgence de la situation. Donc je me permets de le signaler. Voilà. Monsieur Balanon. Oui, pour revenir peut-être sur les sujets assurantiels, transactionnels, etc. Bon, la question, bon, déjà, on ne peut pas assurer le risque pénal. C'est quelque chose qu'on... Hein, voilà. Non, mais voilà, au civil, avec... toujours la possibilité, oui, d'avoir des assurances civiles. Je pense que c'est un élément qui peut se développer. Mais comment dire, le risque souligné par Madame la présidente, Madame Rousseau, sur le fait que une transaction, si on a quelqu'un qui est un auteur, si on ne traite pas la question de l'auteur, ça peut être un petit peu un problème. Donc on mettre un peu la poussière sous le tapis, ça pourrait être un problème. J'ai perdu le fil, excusez-moi, par rapport... Oui, vous m'avez perturbé, Madame la Présidente, parce que je pense quand même que le reproche que vous faites, il est vrai sur beaucoup de productions, mais enfin, je crois que là, on a des acteurs qui ont quand même pas mal fait de travail et qui prennent en compte les choses. Mais revenons sur quand même le fait de comment on en est arrivé là. C'est quand même un sujet parce que, je l'ai déjà posé tout à l'heure, sur la question où le risque sexiste et sexuel maintenant, qui devient un fait de société, une dénonciation par la société, parce que sans doute un certain nombre de personnes ont commencé à être formées et que le niveau de tolérance a baissé, et c'est tant mieux. Mais comment on a toléré pendant si longtemps des rapports conflictuels assez forts, des façons de faire un management si dur sur les plateaux de tournage, malgré votre présence de syndicats? Comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est parce que c'est les risques économiques? Est-ce que c'est
voilà, un certain snobisme français, excusez-moi, je vais me faire beaucoup d'amis du cinéma d'auteur où l'auteur est tout puissant et donc tout puissant, il peut tout faire et parler mal aux gens. Et puis donc si vous avez le chef qui parle mal, évidemment, vous avez les sous-chefs qui vont mal parler. Et ça va se décliner sur toute la chaîne. Voilà, moi c'est une question un peu lancée en l'air, là, comme ça, parce que ça nous permettrait peut-être de comprendre un peu les tenants et aboutissants, comment on en était arrivé là, et comment pendant si longtemps, personne n'a rien dit, et que quelque part, ça a pu fonctionner, et puis que quelque part, il y a eu des très bons films de produits et de réalisés dans notre pays, malgré tout ça. Voilà. Tout va bien, Madame la Marquise. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on essaye de trouver des moyens de bien changer les choses ? Finalement, et sachant qu'en plus, je crois que ça nuira pas d'un iota sur la qualité des films qu'on pourra produire. Je crois même que ça pourrait être plutôt bénéfique aussi. Donc finalement, on se rejoint. Une dernière question et j'ajoute du coup à la question, c'est sur les castings dont on n'a pas parlé, qui sont des zones en dehors du droit et très compliquées à appréhender pour nous. Comment faire respecter l'intégrité des personnes et le respect des personnes sur les castings, c'est un sujet. Qui veut répondre à cet ensemble de questions ? Madame Lépine-Carnic. Alors, pas l'ensemble des questions, parce que je laisserai sur la question des castings Louise intervenir, c'est la spécialiste. En ce qui concerne les prises de parole, Madame la Présidente et vous-même, Monsieur le rapporteur, je suis un petit peu un diesel, il faut que la question et le propos viennent à mon cerveau un petit peu lentement. Donc, je me permets de dire que je suis un petit peu choquée quand même de votre propos, de dire que nous n'avons aucune conscience ou une très faible conscience des victimes. Tout le travail qui a été réalisé et qu'on vous a présenté ce matin tend quand même à démontrer que nous sommes responsables, conscients et actifs sur la question. Dieu merci, tous les tournages ne se passent pas mal. Nous avons des tournages qui se sont très bien passés, de façon vertueuse, agréable. Et comme dans tous les secteurs de la société, il y a des ratés. Et nous les déplorons et nous faisons en sorte que ça s'améliore. Et nous sommes ici présents pour démontrer notre engagement. Monsieur le rapporteur, vous dites, mais comment on est arrivé à cette situation ? Alors, je me réfère à notre Bible, qui est notre kit. En fait, nous réunissons un grand nombre de facteurs critiques. C'est ça la difficulté principale. Oui, pardon. Non, puis surtout, comprenez aussi notre étonnement par l'importance que nous accordons à votre structure, et vraiment prenez-le comme ça, c'est-à-dire que précisément vous êtes un des acteurs qui est une partie de la solution, à mes yeux en tous les cas, de manière extrêmement nette. Donc c'est aussi cela. Et du coup, qui dit évidemment l'importance de votre position et de votre rôle, dit aussi l'importance de votre responsabilité en face. Mais ça, c'est quelque chose d'absolument normal. Merci, c'est comme ça que nous le prenons. Et pour revenir sur ces facteurs, l'itinérance, ça fait partie des facteurs fragilisants. Le fait qu'une collectivité se retrouve seule, enfin en tout cas éloignée de son domicile, c'est fragilisant. Le fait que le temps très court de travail, c'est fragilisant. Le fait que certains postes sont plus occupés par des femmes, c'est fragilisant. Les maquilleuses qui sont elles-mêmes dans un rapport de proximité au corps, des comédiens, des comédiennes, c'est fragilisant. Je vous invite vraiment à reprendre pratiquement point par point tous les facteurs fragilisants qui ont été recensés et les solutions et les mesures que nous... Absolument. Pardon, je me permets d'ajouter dans les facteurs fragilisants le talent. Parce qu'en fait, c'est l'importance de ce talent dans l'œuvre est aussi un facteur de vulnérabilité pour d'autres, pour ceux qui ne le sont pas. Pas identifiés comme tel. Donc voilà, je ne vais pas reprendre tout ça. Vous les avez, c'est bien fait, pardon. Et je m'en tiendrai à cela. Sur la question des castings, Louise, encore une fois, est la grande spécialiste. Monsieur Carton. Oui, pour compléter... Pardon. Oh, je prends la main. Pour compléter et enfoncer le clou de ce que vient de dire Valérie, moi je crois que effectivement, on cumule des facteurs de risque, évidemment. Je pense qu'il y en a un ou deux qui ne sont pas négligeables et qui viennent se télescoper.
on a un secteur qui est très attractif, qui met des étoiles dans les yeux. Alors, il est attaché à une grande précarité, on l'a vu, on en parle, hein, le recours au CDDU, l'obligation de se repositionner de façon permanente sur le marché du travail. Enfin, je veux dire, mettons-nous 2 secondes à la place des intermittents qui doivent tous les 3 mois retrouver un employeur. Enfin, je veux dire, on parle d'un statut, ce n'est pas un statut, c'est un régime. Et il est très compliqué. Enfin, je veux dire, personne n'envoie son CV, heureusement, parce que, je veux dire, c'est une usine à gaz. Donc, si vous voulez... Donc, d'une part, il y a cette attractivité. Et cette attractivité, elle porte aussi des leviers de reconnaissance en dehors du salaire. C'est-à-dire que quand vous êtes à la table avec des amis un samedi soir et que vous dites « je fais du cinéma », tout le monde vous dit « ah ouais, c'est super !» Donc, d'un seul coup... Ouais, bon, mais quand même, dans la vraie vie, ou alors on vous questionne sur « ah oui, alors c'est vrai tout ce qu'on dit ». Bon, ok. Mais en tout cas, c'est un sujet qui reste encore très attractif et qui présente des leviers de reconnaissance qui font que les gens ont envie d'en être. Donc c'est quand même... Voilà. Alors je ne suis pas en train d'excuser, j'essaie d'expliquer. Cela dit, comment on en est arrivé là? Moi je crois qu'il faut aussi mesurer ça à l'aune de l'évolution de notre société. J'ai un chef machiniste qui m'a expliqué ça, et je reprends ses mots, et je ne les trouve pas idiots du tout. C'est que quand il est rentré dans le monde du travail, dans le cinéma, il sortait de l'armée. Il avait fait le service national. Et il avait vécu 1 an où il avait eu un adjudant-chef qui lui hurlait dessus. Et tout compte fait, son chef de poste, il était bien plus gentil que l'adjudant-chef. Et c'était complètement supportable. Donc on est parti de ça. Et on évolue, et tant mieux, et c'est très bien. Moi, je trouve ça très intéressant, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut qu'on l'accompagne. Moi, alors, je ne sais pas si on en est aux conclusions, et je laisserai la parole à Louise, mais je crois que ce qu'elle a dit tout à l'heure sur comment on... Ce serait une erreur de rester là. Je crois que ce ne serait pas rendre service aux employeurs que d'en rester là et de constater qu'on a une offre de formation pléthorique en VHSS. C'est très bien. Je suis d'accord avec ça. Moi, je crois que on ne peut pas traiter d'un sujet quand on n'est pas en compétence pour traiter un sujet. Donc je pense que la formation qui a été évoquée par Louise tout à l'heure, elle est complètement pertinente. Elle doit aussi toucher les employeurs. Je veux dire, ils sont complètement démunis aujourd'hui. Ce qui fait l'isolement d'un employeur, c'est bon, il y a des ressources. C'est clair, mais c'est qu'il va se retrouver un jour face à une catastrophe industrielle complètement démuni, comme le disait Caroline Beaumarchand, incapable de dormir parce qu'on doit prendre une décision douloureuse dont on n'avait pas imaginé l'ampleur. Donc ça plaide complètement par la prévention. Donc il faut comprendre quel est le rôle qu'on a en tant qu'employeur en matière de prévention et pas que des VHSS. Et puis je pense qu'on doit réfléchir, nous et vous, pourquoi pas, sur comment on obtient la pierre fondatrice d'une démarche de prévention. C'est l'engagement de l'employeur. Comment un employeur comprend qu'il a intérêt à s'engager. Alors aujourd'hui, on a des incitations financières via le CNC. Je ne sais pas si on doit inventer d'autres moyens, si on doit renforcer cela. En tout cas, on doit faire basculer. La formation est une pierre, mais il y en a une autre. Il faut qu'on arrive à emmener les employeurs. Il y en a qui y sont, hein. Il y en a qui y sont clairement. D'autres, voilà. On peut faire un film sans prévention, hein. On ne va pas se raconter d'histoire. Hein. Il y en a quelques-uns qui se passent bien sans prévention. Et au-delà des VHSS, il y a d'autres accidents graves. Voilà. Merci, Monsieur Chirol. J'ai envie de vous dire, c'est pas comment on est arrivé là, c'est comment on sort d'une situation qui est immémoriale. Je vais vous dire, je vais vous parler de mon expérience, et elle est assez amusante là-dessus. C'est quand j'ai fait Vaugirard en 80, sur 24 personnes, il y avait 2 filles, mais pas beaucoup. Quand elles se retrouvaient sur les tournages, les remarques sexistes, alors, elles m'en rapportaient, elles me disaient c'est insupportable. Il y a des gens qui sont très gentils, alors je me réfugie auprès du chef machiniste parce que lui il est vachement bien, alors il y en a d'autres. Les remarques sexistes, alors là ça pleut. Je dois dire que depuis qu'il y a eu tout ce mouvement, il y a quand même eu des changements. Les techniciens vous diront, par exemple, que les remarques sexistes, elles ont baissé. L'effet de la loi, il joue quand même. Hein. Les propos sexistes, vous êtes viré, hein, quand même. Donc, si vous n'êtes pas le chef opérateur, vous prenez des risques. Donc, l'atmosphère a quand même changé. Le métier, il se féminise quand même aussi. Quand j'étais à l'école, il y avait une directrice photo. C'est plus le cas. Il y avait des chefs décorateurs, des chefs décoratrices, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus. Le métier se féminise.
les mentalités changent. Il faut quand même prendre ça en compte. Nous, on le prend en compte parce qu'effectivement, quand on intervient là, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, la prise de conscience, quand même, elle est faite. Mais maintenant, effectivement, bien sûr, ça n'empêche pas des déviations, ça n'empêche pas des situations extrêmement pénibles. Pourquoi ? Parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est un métier fait d'interaction, c'est un métier où on est en effervescence, c'est un métier, effectivement, où les gens s'engagent artistiquement et techniquement sur des brèves périodes. Corporellement et psychologiquement. Aussi, pour les artistes, alors c'est encore plus vrai, si vous voulez, ils se retrouvent dans quelque chose qui est prenant. Il suffit de voir les yeux d'un artiste qui découvre un décor éclairé. Tout d'un coup, il dit « Ah bon, c'est là où... » Et donc, il est pris dans un jeu d'artifice aussi, si vous voulez. Donc, il y a tout ça qui joue et qu'il faut que nous, on intègre pour pouvoir apporter des réponses. Moi, je crois qu'on vous a quand même démontré en même temps qu'on a à cœur de s'occuper des victimes et de les prendre en compte leurs paroles et d'obtenir, si vous voulez, qu'il y ait des réparations, qu'il y ait une solution, etc. Bon, bien sûr, il faut continuer, mais je crois que le travail est en voie quand même. Oui, oui. Et vraiment, les fiches techniques et tout ça sont une part du travail réel et tangible. Monsieur Julien. Non, vous vouliez pas ? Je faisais le dernier tour, en fait. Je faisais le dernier tour avant la... Oui, je prends la parole après. Voilà, oui, mais on fait... Et puis, Monsieur Schumann après et Madame Lebec qui aura la dernière parole sur le casting. Monsieur Julien. D'accord. Non, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je peux me permettre de nous inscrire tous, c'est-à-dire la commission et notre travail, dans un mouvement, quand même. Parce que ça fait 2 ans, d'abord que nous, on travaille beaucoup au CCHSCT, c'est devenu 80% de notre sujet, qu'on a le projet qui va se faire cette année d'engager une 2e conseillère à la prévention pour les risques psychosociaux et donc pour traiter de ce sujet. Je ne vais pas embellir ce qui se passe, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, l'ère du parler mal, moi je l'ai vécu, ça fait 30 ans que je suis producteur, c'était insupportable pendant des années et des années. Je parle du parler mal parce que vous en avez parlé et que je pense que c'est la première des violences. D'ailleurs, il y a des réactions parfois terribles de gens à qui des producteurs, des réalisateurs s'expriment très mal systématiquement. C'est un harcèlement aujourd'hui. Mais cette ère du parler mal, franchement, je ne couvre pas toutes les productions. Non, elle est peut-être certainement pas passée. Je pense qu'on est effectivement dans un mouvement, mais elle est largement diminuée. Et donc, ça donne, je crois, des indicateurs un peu positifs et optimistes à ce qu'on continue évidemment à travailler dans ce sens. Merci beaucoup. Juste une remarque, coupez votre micro. Une remarque sur le parler mal, vous avez raison, mais la société en était aussi friande, c'est-à-dire que quand on voyait Jean-Pierre Mocky qui hurlait sur je crois que c'était un opérateur son et son ingénieur du son, et que ça passait au bêtisier tous les ans, et que tout le monde se poilait de voir Jean-Pierre Mocky qui hurlait sur voilà, bon, on en avait une part de responsabilité. Non, mais la société aussi. évolue. La société évolue. Monsieur Schumann. Merci. Je veux simplement rappeler 2 choses que je crois que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le cinéma et l'audiovisuel où ça se passe mal. Oui, mais le théâtre, le spectacle vivant. On va les auditionner. Le stand-up, le théâtre. Deuxièmement, je pense qu'il y a, la musique. Ça a été dit, je pense qu'il faut le redire et que vous pouvez peut-être dans votre rapport le dire aussi, c'est que les conservatoires, les écoles privées et publiques devraient avoir des cursus d'environnement social du spectacle. Vous avez absolument raison. Vous se mettent les pieds, les gosses. 3e chose, sur les castings, la question qui a été posée, on a dit dans le kit, c'est un espace professionnel, un temps professionnel. Et pourtant, c'est fait en dehors du temps du contrat, du temps du travail. C'est fait de manière très diverse et variée, mais ça peut être dans des bistrots quand même.
même si on dit qu'il faut louer une salle, mais c'est quand même dans une équipe très restreinte et on n'y a pas accès. Par contre, on fait des préconisations, effectivement, et l'association des directrices de casting font un travail important dessus. Il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus de jeunes, y compris dans ce métier, et que les jeunes, que ce soit des garçons, des filles, des techniciens ou des artistes, ils n'acceptent plus n'importe quoi. Grâce à eux, ça va évoluer, je pense. Madame... Alors, désolée, mais Madame Lebec, et vous avez le mot de la fin, du coup, votre parole a du poids. Non, juste pour finir sur les castings et reboucler avec ce qu'a dit Monsieur Julien tout à l'heure, les sociétés de production ont l'obligation de faire une déclaration de production pour ouvrir le chantier. Et ça concerne les travaux de pré-production, repérage, construction de décors, tournage, etc. Mais c'est vrai que le casting, c'est un peu un angle mort, tout comme les émissions de divertissement. Donc peut-être il y a aussi quelque chose à réfléchir à cet endroit, que le CCHC puisse aussi être informé des lieux du casting, outre tout ce qui a déjà été mis en place au niveau de la convention collective, tout ça. Est-ce que vous auriez la compétence d'agir sur un casting dans la mesure où les personnes qui sont castées ne sont pas sous contrat, en fait, ne sont pas salariées ? Du coup, je m'interrogeais en aparté avec le rapporteur pour savoir si on ne devrait pas augmenter vos compétences, élargir le champ de votre intervention pour que vous puissiez intervenir sur les zones d'ombre, enfin sur les zones un peu entre deux de risque. Ouais. Alors, les candidats, parce qu'en fait, on essaye un peu de faire passer ce message-là, c'est un process de recrutement, même si les personnes qui travaillent en casting le conçoivent pas exactement comme un process de recrutement classique, implique quand même la société de production et implique des salariés de la société de production, en l'occurrence les directeurs de casting. Donc, en soi, je ne vois pas en quoi on ne serait pas compétent, puisque c'est un espace de travail de salariés et d'un employeur. Et en termes de compétences, nous sommes compétents, si on le souhaite, effectivement, pour faire évoluer la convention collective et les prérogatives de notre instance. Mais en tout cas, je répète, l'obligation de déclarer les lieux de casting n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup et merci pour vos réponses. Mes excuses si mes propos vous ont choqué, mais c'est aussi l'importance que j'accorde à votre rôle est vraiment, voilà, et je pense que vous êtes une partie de la solution, je le redis. Merci, je vous souhaite une bonne après-midi et en espérant que tous ces échanges permettent aussi une prise de conscience au-delà de juste notre salle ici, mais bien au-delà. Merci.